Vos rues deviennent merdiques. Regardez ça, c'est Birmingham. Regardez ça. Regardez dans quel état c'est. Et vous savez qui est le maire de toutes ces localités ? Un gars du tiers-monde, un Pakistanais. Les habitants de cette région ont voté pour leur compatriote pakistanais ou un autre musulman plutôt que pour quelqu'un de compétent. Mais devinez quoi ? Cela ne s'est pas produit du jour au lendemain. Il a fallu des décennies pour en arriver à ce stade. Et pendant que cela se produisait, ils n'ont toujours pas dit que, peut-être, nous devrions maintenant commencer à élire des blancs, des personnes qui ont construit ces villes, parce que lorsque nous sommes arrivés ici, elles étaient beaucoup plus propres. D'ailleurs, certains musulmans courageux ont commencé à s'exprimer contre cela. J'ai diffusé la vidéo d'une femme musulmane. Oui, c'était une vraie femme musulmane. Elle n'était pas une ex-musulmane ou quoi que ce soit. Donc ils ont commencé à en parler. J'ai le sentiment qu'il va émerger, qu'il y aura un groupe dissident qui émergerait de la frange majoritaire de la communauté musulmane britannique, et ils dénonceraient les brebis galeuses, de leur propre communauté. Ça va arriver, et je pense que ce sera un test pour nous à ce moment-là. Comment notre camp va-t-il les accueillir ? Je pense que nous devrions les accueillir chaleureusement. Mais nous verrons cela en temps voulu. Mais cela finira par arriver, parce que cela ne peut pas continuer ainsi. Regardez ça. Parce que je vous le dis, il y a beaucoup de musulmans très occidentalisés. Il y a beaucoup de musulmans occidentalisés qui commencent aussi à avoir peur de ça. Ils ne disent rien parce qu'ils sont partagés. Ils se disent « Devrions-nous nous ranger du côté des Blancs, des gens qu'on nous a toujours appris à craindre, des gens dont nos parents nous ont toujours parlé en disant de faire attention à eux. Ils ne t'aiment pas, ils sont racistes, bla bla bla. Devrait-on se ranger de leur côté ? Ou devrions-nous nous ranger du côté de ces gens-là ? Regardez, je suis un musulman occidentalisé. J'aime porter mon jean, ne pas mettre de foulard, avoir les cheveux lâchés et aller en boîte de nuit de temps en temps. Peut-être boire un petit verre en douce. Ces gens-là vont faire en sorte que tu perdes ce mode de vie. Donc tôt ou tard, je parie là-dessus, ça va arriver parce que ça s'est toujours produit à travers l'histoire de l'humanité, ça s'est produit. Et ils ralentissent pas, les gars. Regardez ça. Ils ne ralentissent pas. Certaines régions d'Amérique ont déjà commencé à basculer, comme, évidemment, Dearborn, la plus visible des pertes de l'Amérique. Et puis vous avez des quartiers de New York. Ensuite, il y a des régions de Floride, des régions du Texas, et maintenant Milwaukee. Regardez ça. Milwaukee, l'attente est enfin terminée. Le marché Palm Halal ouvre bientôt. Votre épicerie, tout en un. Bienvenue à tous, nous avons hâte de vous servir dès que possible. Ça en a l'air, c'est le cas. Regardez, tout est spontané. Tout est spontané. Ils ne vont rien faire de mal à ce stade. Ils ne vont enfreindre aucune loi. Ils vont s'impliquer dans votre processus politique, comme ils l'ont expliqué très soigneusement. C'est le plan des frères musulmans, soigneusement élaboré. Ils vous ont dit ce qu'ils allaient faire. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi les gens ne voient pas ça. Enfin, je sais que certaines personnes le voient. Beaucoup de gens le voient. Mais pourquoi plus de gens ne le voient-ils pas ? J'imagine que c'est ainsi que l'humanité évolue. C'est ainsi que les sociétés se comportent. Parce qu'il y a des millions d'éléments en mouvement au sein d'une société, différents groupes d'intérêts, différents points de vue idéologiques. Et les humains peu importe le point de vue idéologique, les humains ne vont pas simplement « D'accord, à partir de demain, je vais être anti-migrant ». Ça ne fonctionne pas comme ça. À moins que, évidemment, non. En fait, on a même vu des cas de personnes se faire tabasser par des migrants. Ces envahisseurs du tiers-monde en Europe, et ils ne changent toujours pas de point de vue. Je suppose que c'est comme ça que le cerveau humain fonctionne. Rien ne se passe du jour au lendemain quand tu regardes ton propre parcours. Ou quand je regarde mon propre parcours, je vois aussi une courbe. Ce n'est jamais une ligne droite. Ça monte, ça descend. Donc ça va continuer à se produire, ça va continuer à grandir, parce que nous n'avons pas de cadre pour arrêter ça. L'Amérique a effectivement certaines lois, des lois dormantes contre la propagation du communisme. Et je pense que si, mais ils ne les ont pas utilisées. J'écoutais quelqu'un d'autre. Je ne suis pas un expert de l'Amérique, ni de la politique américaine, mais j'écoutais quelqu'un. Il disait qu'il ne l'avait pas utilisé pendant la guerre froide, mais il pourrait l'utiliser, probablement à cause du traumatisme du McCarthyisme ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Ils ne l'ont pas utilisé. Mais vous avez un acte d'insurrection, et toutes ces choses existent, mais elles ne peuvent être utilisées qu'en dernier recours,
lorsque les choses deviennent vraiment incontrôlables. Le problème, c'est pourquoi attendre? Non, la question est pourquoi attendre que les choses deviennent vraiment incontrôlables? Vous savez déjà ce qui s'est passé en Europe. L'Europe, c'est fini. C'est Londres, les gars. C'est Londres. Vous ne voyez pas un seul Britannique ici. Vous ne verrez pas un seul Britannique ici. C'est la mort de l'un des acteurs les plus importants de la civilisation occidentale, le Royaume-Uni. Nous assistons à sa destruction et à sa mort en temps réel. Parce que le Royaume-Uni est bien plus petit que l'Amérique, c'est pour ça que ça se passe vraiment, vraiment vite. Mais ne pensez pas un instant que cela n'arrivera pas à l'Amérique. Regardez ça. Cette vidéo a environ 20 ans. Charia pour le Royaume-Uni! Toré pour le Royaume-Uni! Toré pour le Royaume-Uni! Regarde ça, ce flic connard. Il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait rien faire. Il n'avait aucun cadre pour empêcher ça. Il leur a fallu 10 ans pour arrêter Anjem Choudary. Et aujourd'hui, on peut dire que, évidemment, les musulmans vont aussi tirer des leçons de cette expérience. Donc ils ont trouvé un moyen de rester juste en dessous du seuil de la criminalité, comme Mohammad Javs, Ali Dawas, et des centaines, voire des milliers, des centaines de vidéos rien qu'au Royaume-Uni, où des prêcheurs musulmans vous disent ce qu'ils vont faire. Nous voyons exactement la même chose se produire en Amérique. Des quartiers entiers tombent aux mains d'enclaves musulmanes. C'est New York. Ce que je viens de vous faire écouter, c'est New York. Laissez-moi vous montrer autre chose. Voici Times Square. C'est aussi New York, regardez ça. Même chose. Ces choses sont arrivées au Royaume-Uni il y a 20, 30 ans. Elles se produisaient. À l'époque, certains ont commencé à tirer la sonnette d'alarme. Mais évidemment, comme je l'ai dit, les humains ne réagissent pas d'une seule voix, à moins que les choses ne deviennent vraiment incontrôlables. Regardez ça. C'est Manchester. C'est Manchester, les gars. Vous avez un Dearborn, le Royaume-Uni a des dizaines de Dearborn. Et le nombre de vos Dearborn en Amérique va aussi augmenter rapidement. La population actuelle de musulmans en Amérique est d'environ 4 millions. Vous avez déjà 4 politiciens anti-américains, 2 au Sénat, et il va y en avoir un de plus. Cet Ahmad El-Saïd, ce type Abdul, il va y arriver. Très hostile, très islamiste, très islamiste. Il parle ouvertement, fièrement, avec arrogance, en faveur de la charia. Oui, la charia, où l'on lapide les adultères à mort, où l'on jette les homosexuels du haut des toits, où l'on ampute les mains des voleurs. On tue les dissidents, on tue les apostats, on tue les blasphémateurs. C'est ça, la charia, d'accord, n'oublions pas cela. Les musulmans essaient de l'édulcorer et vous disent que, vous savez, la charia signifie simplement des interactions individuelles, comme des obligations contractuelles. Oui, cela fait aussi partie de la charia. La charia signifie simplement un cadre juridique islamique. C'est ce que signifie la charia. Oui, cela inclut, d'accord, nous allons donner seulement 33% à votre fille, mais 67% iront à votre fils. Aucune féministe ne vous dira « c'est assez misogyne », mais c'est aussi la charia d'ailleurs, ou même sur ce point, les occidentaux devraient s'opposer à la charia. Mais les musulmans savent que la plupart des gens ont peur, vous savez, des homosexuels jetés du haut des toits, ou des dissidents qui se font tuer. Alors, faisons en sorte que la conversation s'enlise dans « ce n'est qu'une question d'affaires privées ». Donc, comme je l'ai dit, nous ne devrions même pas en parler, ni nous y opposer. Mais il est en faveur de cela, les gars. Il est en faveur de cela. Il a comparé la souffrance des musulmans en Occident à celle des autochtones, la piste des larmes. Et la souffrance ou la lutte de la communauté afro-américaine pendant la guerre de sécession ou avant, dans l'Amérique d'avant la guerre de sécession. Il ressuscite des problèmes qui sont morts depuis des siècles pour créer suffisamment de chaos social dans la société américaine. Je parle souvent de la façon dont les gens peuvent être blessés à cause de leurs croyances ou de leur idéologie. Mais il existe un autre type de préjudice qui se produit discrètement, sans que la plupart des gens ne s'en rendent compte. Je parle de la collecte et de la vente de vos données personnelles. Et si je vous disais que votre adresse personnelle,
votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille pourraient déjà être en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, des vols d'identité et même mettre votre vie privée en danger. C'est pourquoi j'aime Incogni. Il suffit de saisir votre adresse email et Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés montrant exactement où vos données ont été supprimées. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occupent du reste, avec des suppressions sur mesure. Commencer ne prend que quelques minutes et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail à votre place. Reprenez le contrôle de votre vie privée maintenant. Utilisez mon code spécial pour bénéficier de 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Ainsi, ils peuvent d'une certaine manière justifier leurs actions, c'est-à-dire la mise en place de la charia. C'est ce qui se passe, les gars. C'est exactement ce qui se passe. Et comme les musulmans au Royaume-Uni le crient depuis environ 20 ou 30 ans, charia pour le Royaume-Uni, cela commence maintenant à sortir des mosquées américaines. Avant 2020, on ne voyait pas ça. Depuis la guerre Israël-Gaza, ils sont devenus plus audacieux. Ils n'ont pas le choix. Encore une fois, ils veillent sur leur communauté, les gars. Ils veillent sur leurs intérêts. Pourquoi ne le ferait-il pas ? Pourquoi ne le ferait-il pas ? Vous le feriez ? Je le ferais. Je défendrais les intérêts de ma communauté, ou j'essaierais de propager l'idéologie en laquelle je crois. Il se trouve simplement que ce sont des démocraties libérales occidentales et laïques, mais eux pensent autrement. La plus grande erreur que les Occidentaux ont commise, c'est de croire que lorsque les gens quittent leur pays d'origine, ils laissent aussi toute leur identité derrière eux. C'est ce qu'on leur enseigne. Évidemment, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Oui, certaines cultures sont plus enclines à s'intégrer et à s'assimiler, parce qu'elles ne portent pas vraiment de valeurs antithétiques. Mais l'islam, lui, en porte. L'islam n'est pas comme les autres cultures. Et il faut respecter l'islam. Il faut comprendre que l'islam est très différent des bouddhistes ou des hindous. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas eu une seule attaque terroriste hindoue. Les hindous ont vécu dans notre ombre. Les hindous ont commencé à venir en Occident à peu près en même temps que les musulmans ont commencé à venir en Occident. Pas une seule attaque terroriste hindoue, les gars, allez. Qu'est-ce que cela vous apprend ? Et nous avons des gens en Occident qui refusent encore de se réveiller. Mais comme je l'ai dit, ça va continuer à arriver. Les choses vont continuer à empirer. Et ce genre de vidéo va continuer à sortir. Regardez. Les chrétiens d'aujourd'hui sont des idolâtres déclarés. Ils insultent Allah en disant qu'il a un fils. Le tout premier problème que je vois en Amérique, le christianisme. Ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme vos proches amis. C'est un ordre d'Allah. Prenons ces leçons et enseignons-les à nos enfants. Apprenez-leur à détester tout ce qui concerne le kufr. Tracez les limites lorsque vous traitez avec l'ennemi, lorsqu'on traite avec le mécréant. Ils surpassent les mécréants. Ils combattent dans le sentier d'Allah et ils ne craignent pas les gros titres. La question qui se pose est la suivante. Pourquoi les musulmans nous détestent-ils ? Pourquoi les musulmans sont-ils pleins de haine envers l'Occident, le christianisme, le judaïsme ou quoi que ce soit d'autre ? Le Coran nous dit qu'à travers l'islam, nous ne ressemblons pas aux non-musulmans, les juifs, les chrétiens ou qui que ce soit d'autre. Mais vous savez ce qui est le pire ? C'est de ressembler à quelqu'un qui est votre ennemi. Regardez, vous voyez ça les gars ? C'est pas un secret parmi la communauté musulmane, je veux dire. Vous pourriez tomber sur un musulman qui n'est tout simplement pas au courant de ce qui se passe dans le monde. Et il dira non, je ne déteste pas les hindous, les juifs et les chrétiens. Je ne déteste pas, je ne déteste pas, je ne déteste pas ça. Allons faire la fête. Et si vous tirez vos informations d'une seule source, alors je suis désolé.
Vous êtes d'une bêtise monumentale. Je suis désolé. Les récits suivent leur propre trajectoire. Les sociétés, les civilisations suivent leur propre trajectoire. Ceux qui vivent dans ces sphères d'influence ne sont pas tous au courant de chaque détail. Regardez ça. Il faut regarder les acteurs clés de ce mouvement. Vous voyez comment l'imam essayait d'expliquer que, eh bien, regardez, c'est dans le Coran. Les gens demandent, pourquoi détestons-nous les juifs et les chrétiens? Pourquoi? Pourquoi les détestons-nous? C'est dans le Coran. Alors maintenant, dites-moi, pourquoi croyez-vous cette personne quand il fait ça? Mamdani l'a fait, et vous êtes tous tombés dans le panneau. Et maintenant, les Américains vont encore se faire avoir. Regardez ça. Écoutez ce type. Vous allez encore vous faire avoir. Qu'est-il arrivé à ce vieux dicton « Trompe-moi une fois, honte à moi ». Non. Trompe-moi une fois, honte à toi. Trompe-moi 2 fois, honte à moi. Je crois que vous vous faites avoir une 12aine de fois. Je veux parler spécifiquement d'un sujet qui a été mis en avant dans cette campagne. À mes sœurs et frères juifs américains, l'un des souvenirs les plus marquants de cette campagne aura été l'occasion de partager le repas du Seder avec vous, de prier avec vous à la synagogue, d'embrasser et d'être embrassé par vous. Il ment. Je n'utilise pas ce mot à la légère, mais je vous dis qu'il ment. Je n'ai même pas utilisé ce mot pour Mamdani. Si vous retournez voir mes vidéos, j'étais confus. Je me disais, je ne sais pas. Écoutez, ça pourrait être ce musulman au rouge à lèvres qui est socialiste et communiste, et peut-être qu'il ne comprend pas complètement le jeu. Mais allez les gars, il faut qu'on arrête de donner à ces gens le bénéfice du doute encore et encore. Il faut qu'on arrête de faire ça. Parce qu'à chaque fois que vous faites ça, vous mettez littéralement en jeu l'avenir de votre civilisation ou de votre pays. Il dit « J'aime les juifs et les chrétiens ». Les érudits musulmans vous disent cela, tout en disant qu'ils les détestent parce que c'est comme ça. Ce type vient de vous dire que c'est comme ça. Écoutez ce type. Et ça, c'est en Amérique, les gars. La question qu'il pose est « Pourquoi les musulmans nous détestent-ils » Pourquoi les musulmans sont-ils pleins de haine contre, par exemple, le christianisme, le judaïsme ou quoi que ce soit d'autre? Le Coran nous dit que, par l'islam, nous ne ressemblons pas aux non-musulmans, les juifs, les chrétiens ou qui que ce soit d'autre. Nous ne leur ressemblons pas, nous les détestons. Vous en voulez plus? Vous voulez des réponses plus explicites? Je veux dire, heureusement, il y a beaucoup de musulmans honnêtes qui nous disent ce qu'ils veulent, qui nous disent ce qu'ils ressentent. C'est dans notre religion que nous devons les haïr pour l'amour d'Allah. Nous aimons ce qu'Allah aime. Et à l'inverse, nous détestons ce qu'Allah déteste. Ne tournons pas autour du pot. Nous ne nous aimons pas. Nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Nous ne sommes pas amis. Vous comprenez? Nous sommes ennemis. Très simple, pas d'intégration, pas de multiculturalisme, pas de diversité, pas de tolérance. J'ai mon propre truc, t'as le tien. Tu as ta démocratie, nous avons notre propre charia. Tu as ta mixité, nous on sort et on l'obtient. Ta propre tricherie sur le marché, ton propre marché, tes propres cartes de crédit. Nous savons que nous avons notre propre système économique, nous avons notre propre politique étrangère, nous avons notre propre arrangement. Donc ils vous disent ouvertement ce qu'ils veulent. Ils vous disent ouvertement qui ils sont. Et pourtant, vous tombez encore et encore dans le piège. L'Angleterre est tombée dans le piège peut-être 25 fois, parce qu'ils ont 25 députés musulmans. Et si vous comptez tous les députés musulmans, le nombre pourrait approcher 30, 35. Ils continuent de tomber dans le piège. En fait, est-ce qu'ils tombent vraiment dans le piège? Eh bien, ils tombent dans le piège, et peut-être qu'ils ne peuvent rien faire parce que la plupart de ces personnes sont en fait élues par ces enclaves musulmanes. Donc, 2 choses se passent en même temps. Premièrement, ils trompent les idiots utiles, oui, qui pensent qu'ils pourraient les utiliser, comme Bernie Sanders et AOC, mais ils le découvriront bien assez tôt. Donc d'un côté, vos gauchistes se font avoir, ils se font manipuler parce que leur nombre n'est pas suffisant, ils ne peuvent pas encore vous submerger par leur nombre. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les propres mots de Jesse Carter. Mais d'un autre côté, ils construisent aussi leurs propres enclaves. Vous avez vu ce qui s'est passé à Dearborn, vous avez vu ce qui s'est passé au Minnesota. Donc, même si l'Amérique veut faire quelque chose, vous ne pouvez pas avoir un véritable Américain qui se présente aux élections dans le Minnesota. Ça n'arrivera tout simplement pas. C'est exactement ce qui s'est passé à Birmingham, à Manchester, à Bradford, dans certaines parties de Londres. Dans l'est de Londres, j'ai oublié le nom du gars bengali. Ce gars bengali a été surpris en train de voler, pris en flagrant délit de corruption dans le processus électoral, comme ça arrive, c'est ce que font les gens du tiers-monde, donc il a été interdit de se présenter à des élections pendant 5 ou 10 ans. Oui, il a été interdit pendant 5 ou 10 ans, il est allé au Bangladesh, s'est présenté aux élections là-bas, il a gagné, et ensuite son interdiction a expiré ici au Royaume-Uni. Il est revenu au Royaume-Uni, il s'est présenté de nouveau aux élections,
Et les mêmes Bengalis vivant là-bas l'ont élu. Vous avez fait venir des gens qui ne pensent pas du tout comme vous. Ils ont des niveaux d'intégrité et d'honnêteté différents. Et c'est pour cela que ce type, Ahmad al-Saleh, Abdul al-Saïd, je sais pas pourquoi je l'appelle Ahmad al-Saleh, je sais même pas qui c'est. C'est pour cela que c'est si important. Il y a deux choses que les prêcheurs musulmans répètent sans arrêt. En fait, pas vraiment sans arrêt, je veux dire, ça montre simplement dans quelle direction ils vont. Premièrement, il est parfaitement acceptable de mentir à ses électeurs parce que, comme je l'ai dit, ils ne sont pas assez nombreux, donc ils ont besoin d'alliés. Et la gauche stupide est prête à s'allier avec eux. Donc ils doivent leur mentir. C'est pourquoi, si vous voyez ces positions pro-LGBTQ, d'ailleurs, ce gars-là est le maire de Dearborn, la première chose qu'il a faite dès qu'il a été élu, c'est qu'il a retiré le drapeau LGBTQ. Dire que le politicien est autorisé, oui. De faire des compromis sur certains points. Pas autorisé, pas autorisé, pas autorisé. D'accord. D'accord. D'accord, pardonne-moi. Non, les politiciens le disent. Le politicien, je sais, provoque davantage de réactions que la question des droits civiques. Le politicien, dans certaines circonstances, doit, oui, je vous le dis, doit mentir. Doit mentir pour faire avancer l'agenda islamique. Voilà un point. Et le deuxième est celui-ci. Autochtone, montre-moi l'alternative. Tu sais, l'idéal. Tu sais, à l'époque de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les temps anciens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a renoncé à faire ce qui était idéal parce que ce qui aurait pu être idéal d'un point de vue théorique, en réalité, a entraîné des préjudices qui l'emportaient sur le besoin d'un idéal théorique. Cela nécessite de comprendre l'objectif à long terme et de voir comment on peut y parvenir au mieux. Beaucoup de jeunes... Objectif à long terme. Les musulmans doivent regarder l'objectif à long terme. La question qui est posée ici est, eh bien, pourquoi devons-nous nous allier avec la gauche? Vous savez, ils sont pro-LGBTQ et toutes ces choses pécheresses. Nous disons, vous savez quoi? C'est ce que leur prophète a fait. Faites un pacte avec le diable pour l'instant. Concluez un accord. Et plus tard, nous ferons ce que les mollahs ont fait en Iran. Les musulmans deviennent beaucoup plus engagés politiquement, que ce soit au niveau des syndicats étudiants, au niveau politique, tous ces musulmans qui se présentent à des élections à différents endroits. Quel conseil avez-vous à donner aux musulmans dans ce domaine? Vous devriez sincèrement vouloir bénéficier à la Ummah pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Votre allégeance, peu importe le serment que vous prêtez, vous dites « Je jure solennellement de rester loyal à l'Amérique, blabla, blabla ». Ce n'est pas le cas ici. Et fidèle à l'islam et à sa communauté. Et regarde, encore une fois, je lui aurais accordé le bénéfice du doute, mais je ne peux pas. Regarde ça. Regarde cette femme. Comme je l'ai dit, ne va pas chercher ta connaissance de l'islam auprès du premier musulman que tu vois ou avec qui tu travailles. Regarde ça. Cette femme, elle est médecin, une militante de premier plan au Royaume-Uni, elle dit que les musulmans doivent arrêter de déclarer leur amour ou leur affinité avec le judaïsme. Mais lui, c'est un homme politique. Il doit mentir. Comme l'ont dit Yasser Qadi et cet autre savant islamique, nous vénérons la Torah, nous vénérons la vraie Torah, bla bla bla. Mais nous maintenons un désaveu idéologique total, barra, du judaïsme en tant que religion altérée, une croyance abrogée. Et c'est pourquoi Muhammad détestait les juifs et le peuple juif, parce qu'ils avaient contaminé le judaïsme. C'est pourquoi Muhammad, sur son lit de mort, a maudit les juifs et les chrétiens. Il les a maudits. Nous n'aimons pas leur religion, mais notre foi nous ordonne de les traiter avec une justice absolue et inflexible. Ce qui signifie, vous savez, que vous pouvez vivre comme citoyen de 3e classe, payer la jizya. Vous ne pouvez pas. Vous n'êtes pas autorisé à construire de nouvelles synagogues, vous ne pouvez pas construire une maison plus haute que celle d'un musulman. Toutes ces absurdités. C'est ça la justice pour eux. Voilà ce qui se passe, les gars. C'est ce qui se passe en Amérique. Cela se passe partout en Occident. Nous sommes attaqués de l'extérieur par l'islam et la Chine. Sur le plan national, à l'intérieur, nous sommes attaqués. Et je ne sais pas si nous sommes prêts à riposter pour l'instant. Mais les choses sont en marche. Par là, je veux dire que divers phénomènes ont commencé à se mettre en place naturellement, de façon organique, et ils continueront à prendre de l'ampleur. Nous verrons de plus en plus de responsables politiques du courant dominant. En Amérique, des politiciens et des militants, Ben Shapiro et Laura Loomer, etc., ont explicitement commencé à s'exprimer contre l'islam, comme tout patriote devrait le faire. Nick Fuentes et ce étrange groupe d'extrême droite woke ont également commencé à s'exprimer contre l'islam, car l'islam n'est l'ami ou l'allié de personne. Et en fin de compte, c'est pas le cas. C'est une idéologie totalement totalitaire. Elle peut se faire des alliés pour le moment, mais au final, elle cherche la domination totale et la soumission du monde entier, même des musulmans.